On utilise des ELT au lieu des ETL parce qu'on charge les données brutes directement dans la base. On fait les transformations une fois que c'est chargé, ce qui est plus adapté au gros volume de données si jamais on veut les retraiter plus tard. Bon, c'est plus flexible et ça utilise la puissance des data warehouse modernes. Et en production, il y a plusieurs principes à respecter. Le principe de fiabilité, on gère les erreurs, potentiellement on les relance. On observe avec des logs et du monitoring. On vérifie qu'on a des données de qualité en validant selon les règles métiers. On utilise aussi la modularité en séparant toutes les composantes du code pour mieux les tester et les maintenir. Qu'on teste évidemment toutes les parties en question. On respecte aussi le principe de sécurité, donc on ne va pas poster de crédentiels par exemple. Et il faut que ça soit scalable, donc supporter des gros volumes et qu'on puisse automatiser tout le code. Ensuite, concernant la différence entre JSON, CSV et parquet, CSV c'est un format simple, les mots, colonnes, sont séparés par des points, virgules ou des virgules. Et c'est léger, mais il n'y a pas de schéma. JSON c'est plus structuré, sauf que c'est flexible, mais c'est plus lourd et moins performant. Et Parquet, au lieu de stocker les données par ligne, on les stocke par colonne. Du coup, c'est plus performant pour l'analytique et ça prend moins de place. Pour les TP1 et TP2, l'objectif était de construire notre pipeline réalité en suivant l'architecture médaillon. Pour la bronze layer, on a géré des données brutes et hétérogènes depuis un Data Lake S3. Ensuite, pour le TP2, on a développé le silver layer afin de nettoyer et standardiser les données et on a modélisé le gold layer. Et les résultats qu'on a réussi sont 6 tables dans la bronze layer, 4 tables dans le silver layer et 3 tables dans le gold layer. Alors, ce sont les résultats qui sont espérés. Dans les TP3, on fait les tests et comme résultat espéré, on a réussi 83% des target coverage. Dans les strict.py, on a réussi 73%. Dans les gold.py, on a réussi 60%. Et dans les database, on a réussi 54%. Et pour sécuriser notre projet, nous avons mis en place une intégration continue avec des GitHub Actions, le pipeline, qui s'est déclenché automatiquement à chaque push et pull request. Et aussi, on peut faire avec des autres actions, par exemple un cron que ça va exécuter tous les jours à telle heure. Ça peut viendra dans un futur, je ne sais pas. Non, j'ai très dit. Et n'était pas seulement de faire fonctionnement les codes, mais de les rendre en production ready. Ça s'est dit que les devs peuvent venir faire le déploiement du projet. Super bien. Et pour cela, nous avons l'intégrité du PyTest. Nous ne testons pas seulement la logique des logiciels, mais nous imposons une couverture et des code strict de moins de 80% pour assurer la qualité du code. Et avec des PyTest-code pour valider que chaque transformation et chaque agrégation est correcte. Mais le vrai défi est monter pour cette compétence, ce n'est pas faire sur l'observabilité. Nous avons totalement vanille simple, on utilise beaucoup de print à la place et nous avons implémenté un système de structure avec du log et un format JSON avec toutes les informations requises dans lesquelles nous avons des JSON info, des log info, des logger warning ou des logger error qui peut aider à débugger dans le futur des rubriques sur l'erreur et le pouvoir qui viendra. Et dans un environnement DevOps, un print est inutile, mais un log JSON peut être nativement lu par des outils de monitoring professionnels comme un Datalog ou ELK. Et le résultat final est une pipeline modulaire, surveillant et robuste à faire des erreurs de données. Donc ça nous donne très content. En conclusion de ce projet, c'était 4 ETP, dans lesquels les 3 ont été les plus compliqués. Et nous a aidé à passer de la phase de création d'un simple script Python, comme lesquels on a déjà fait presque dans tout le projet, à la véritable ingénierie de données, qui était vraiment sympa. On a pris beaucoup de compétences, mais le plus important, c'est l'architecture de mes agents.
dans lequel Febron serve erreur pour séparer la ingestion brute à les valeurs métiers. Et surtout, nous avons appris qu'un data engineer passait 20% du temps à écrire du code et les 80% du temps qui s'assurait qu'elle exécutait de manière fiable, qui était réplicable en production grâce à tests automatisés, à la gestion des erreurs et à CI et CD. Et voilà.